ravie aujourd'hui d'accueillir Morgane Pic, qui est une femme de santé et qui est, alors elle dit, elle, une ancienne professionnelle de santé, mais ce n'est pas une ancienne, hein, on le reste. Elle est infirmière de formation. Elle a fait un passage en endocrinologie où elle s'est rendue compte qu'il y avait des dizaines et des dizaines. Et ben ça, c'est les inconvénients du direct. Ça sonne à ma porte. Je réponds. Donc, elle a fait un passage. Je fais les deux en même temps, là, ça demande un peu d'énergie. Elle a fait un passage en endocrinologie où elle s'est rendue compte qu'il y avait des dizaines d'acteurs. Et ben voilà, c'est les aléas du direct. C'était le relevé du compteur électrique, excusez-moi, donc imprévu. Donc, Morgane Pic fait un passage en endocrinologie où elle se rend compte qu'il y a des dizaines et des dizaines d'acteurs pour coordonner les soins. Elle est au CHU de Lille, donc qui est quand même un CHU bien reconnu. Et elle décide, ce faisant, de se confronter à d'autres thématiques, l'HAD, les réseaux de santé. Et elle devient infirmière, coordonnatrice de soins palliatifs. Et elle se demande quand même comment elle peut faire pour aider encore plus les patients. Et elle se met à faire un master en coordination et en parcours de trajectoire de santé. Enfin, le nom est un peu, je pense que je l'écorche un peu. Elle se spécialise sur parcours de soins en cancéro et elle se lance dans le conseil parcours et coordination, lien ville et hôpital. Alors, ça, c'est son parcours plutôt professionnel. Elle donne aussi des cours à l'université sur évidemment les thématiques de coordination et de parcours de santé. Elle a 2 petites filles qu'elle qualifie de fabuleuses. Et il lui arrive ce qui nous arrive à tous à un moment dans notre vie, c'est que notre vie professionnelle rencontre un jour notre vie personnelle, c'est-à-dire qu'on passe de l'autre côté de la barrière et elle se retrouve à un moment aidante du papa de ses petites filles qui est malade et qui a un cancer. Et donc, elle se rend compte aussi de ce qu'est le parcours de santé du patient et des aidants vu de l'autre côté. Et donc, elle développe de plus en plus sa spécialité en tenant compte finalement pas uniquement du parcours de santé vu par les médecins, vu par les soignants, mais aussi du parcours de santé que vivent vraiment les patients et les aidants. Et c'est en mélangeant tout ça qu'elle a pu développer l'ensemble de sa spécialité. Donc, je te remercie beaucoup, Morgane, d'être là. Merci. Et aujourd'hui, tu vas nous parler de ce à quoi je ne comprenais rien, même en étant en ARS, je dois l'avouer. C'est la santé de territoire et toutes les structures qui coordonnent justement le parcours de santé du patient sur un territoire donné, qui est finalement une jolie toile d'araignée dont on a l'impression qu'elle n'est pas très ordonnée. Et finalement, il y a plusieurs choses qui permettent que ce soit plutôt structuré. Et je te remercie de bien vouloir nous parler de ça aujourd'hui et je suis honorée de t'accueillir. Moi aussi. Merci beaucoup, Alice, pour cette présentation. Je te laisse la parole, partager ton écran, faire ce que tu veux. Oui, alors ce n'est pas moi qui partage l'écran, donc si on peut mettre le... Ouais, super, merci beaucoup. On peut passer tout de suite à la slide suivante. Donc évidemment, aujourd'hui, le challenge est grand puisqu'on me demande de vous parler de la coordination en 15 minutes top chrono. Donc, je vais essayer de faire au mieux pour aborder les grandes thématiques avec vous, pour vous dire, lorsqu'on parle de coordination, de quoi parle-t-on finalement? Pourquoi est-ce qu'il faut coordonner aujourd'hui l'exercice des soins? Où coordonne-t-on ce parcours et par qui? Avec quels moyens? Et puis ensuite, il y aura un temps de questions-réponses. Alors, on peut passer tout de suite à la slide suivante, qui va finalement être dans les grandes lignes, et je ne vais pas m'attarder dessus puisque ce n'est pas l'essentiel du sujet aujourd'hui. Qu'est-ce que la coordination? Eh bien, c'est l'action donc d'harmoniser finalement l'ensemble des activités. La première fois qu'on voit apparaître cette notion en France, c'est en 97, avec dans la loi qui prévoit des actions de coordination dans le parcours gérontologique. Donc, on voit que ça n'est pas. Alors, on me dit qu'il n'y a pas le son. Je ne sais pas si les autres, vous m'entendez. Il y a du son. Il y a du son. Bon. Donc, ça apparaît pour d'abord la gérontologie et puis aujourd'hui, ça se tend à se développer de plus en plus. Ce n'est pas une notion qui est donc nouvelle. Toutefois, elle a maintenant cette impulsion à la fois par Ma Santé 2022 et puis par le plan du numérique en santé. On peut passer à la slide suivante. Pourquoi est-ce qu'il faut s'inscrire dans l'exercice coordonné? Bien, c'est simple. Premièrement, nous consacrons ces 11,3% de notre PIB à la santé, ce qui est quand même important.
Toutefois, on va noter une redondance d'actes, on va noter une complexité qui va ressortir comme très importante à la fois pour les patients, les proches, mais aussi pour les professionnels. Alice l'a dit en démarrage, moi-même en ARS, je ne comprenais pas toujours tout. Ça, c'est une vraie problématique. L'absence des suivis de recode des bonnes pratiques de la HAS, des hospitalisations qui vont être évitables, des transports aussi maintenant sanitaires qui vont être évitables. Le constat de tout ça, c'est que finalement, le CDE, dans son dernier rapport, et je vous mets le lien tout en bas, c'est 20% des dépenses de santé qui sont finalement imputables à ce manque d'efficience et donc par le manque d'efficience, ce manque de coordination. Et ils estiment qu'avec une meilleure coordination de parcours, on pourrait économiser 40% des dépenses qui sont allouées aujourd'hui aux malades chroniques. C'est absolument considérable. Et puis du côté des patients, finalement, il y a un système de soins qui est perçu comme complexe, le souhait de plus en plus d'une prise en charge à domicile, et donc on va inscrire les professionnels dans cette logique d'aller vers, et puis enfin, des parcours de soins qui nécessitent souvent l'intervention de multiples acteurs, et donc je vous reprends un exemple en cancérologie. Là, en l'occurrence, on parle d'un parcours en cancérologie dermatologique, où sur juste un parcours, on recensait 50 professionnels qui devaient intervenir autour du patient. Ici, je vous ai remis une présentation d'un parcours, alors qui cette fois n'est pas un parcours de cancérologie, mais de polyarthrite rhumatoïde. Et finalement, ce n'est pas le plus complexe des parcours, sauf que si tu peux appuyer, Justine, vous voyez tout en bas la légende de ce parcours. Donc, on vous reprend étape par étape. Et je vous parle de parcours puisque la coordination et les parcours, c'est imbriqué, hein, l'un ne va pas sans l'autre. On voit étape par étape ce par quoi va passer le patient de manière obligatoire ou facultative. Et voyez ces petites légendes là en haut ou en bas du document. Mais en fait, ce sont les professionnels de santé, uniquement là, les professionnels de santé, voire du social ou du médico-social, qui sont représentés. Donc, vous ajoutez à ça tout le personnel éventuellement administratif et voyez que juste là, sur la deuxième image, on peut en recenser 23. Juste des professionnels qui vont avoir une intervention dans le parcours de soins. Pour un patient, évidemment, c'est considérable. Et pour les professionnels, ça l'est également. Et pourtant là, on n'est pas sur une des pathologies les plus complexes. Si je vous ai pris cet exemple-là, puisqu'on est en train de le travailler en ce moment pour un de nos dossiers, j'aurais pu également vous présenter le parcours maternité. On voit que sur quelque chose de très simple, la grossesse physiologique, on va avoir aussi un nombre d'intervenants qui va être très important dans un moment de vie particulier, malgré le fait qu'il soit très timé, hein, finalement, puisque la grossesse, ça ne s'inscrit pas dans toute la vie. Et heureusement, tout de même, je pense que les filles de la salle seront d'accord avec moi. On a encore une fois un nombre d'intervenants qui est très important. Et de ce fait, le parcours des 1000 jours, dont vous avez peut-être entendu parler, conseille fortement la mise en place de coordinateurs de parcours également sur ce sujet-là. On peut changer de slide. Alors là, c'est sans doute un des moments les plus complexes à comprendre. Je vais essayer de vous le faire de manière très simple. Où le parcours est-il coordonné aujourd'hui? Vous voyez sur le schéma qui vous est présenté, vous avez à la fois la médecine de ville, donc ce qu'on va appeler le premier recours, les soins primaires, avec tout un ensemble d'intervenants. Le second recours, où on va retrouver les établissements de soins en priorité, donc le MCO, la psychiatrie, les SSR, et puis en bas, le médico-social et le social. Si tu cliques, on va d'abord se concentrer sur les MSP, les centres de santé. J'aurais pu aussi vous mettre les ESP, les équipes de soins primaires. Finalement, une MSP, c'est quoi? C'est un ensemble de professionnels qui vont venir se coordonner pour répondre à un besoin de leurs patients. On est ici à l'échelle d'une patientèle, ce qui va être le cas également pour les équipes de soins primaires, les ESP, qui s'articulent un peu différemment. Les MSP ont une feuille de route, elles ont des missions à accomplir. Dans ces missions, si vous pouvez couper votre micro, ce serait super, s'il vous plaît. Donc, pour les MSP, on va avoir des professionnels qui s'articulent et qui, finalement, vont répondre aux besoins de leur patientèle directement au sein d'un local commun, ou alors ils peuvent aussi être exercés à différents endroits, mais de manière très proche. On a ensuite, sur cette notion de premier recours, on peut cliquer de nouveau les CPTS. Les CPTS sont des communautés professionnelles de territoire de santé. On change un peu la donne, puisque l'AMSP ou l'ESP, on s'adresse à une patientèle. Ici, on s'adresse à un territoire de santé. Dans une CPTS, il peut donc y avoir plusieurs MSP qui ne vont pas se dissoudre parce qu'elles entrent dans une CPTS, mais elles peuvent venir l'intégrer.
Encore une fois, c'est ici à l'initiative des professionnels. Comme pour les MSP, ce sont les professionnels qui vont lancer cette initiative et on va dire, très bien, on a un territoire, donc une CPTS, c'est d'une taille 1, c'est moins de 40 000 habitants, à une taille 4 où on est à plus de 175 000 habitants. Pour notre territoire, que veut-on? Quelles sont nos problématiques? Quels sont nos besoins? Quelles sont nos ressources? Comment est-ce qu'on répond à nos usagers? Ça, c'est le rôle de la CPTS. Au sein de chaque CPTS, vous avez un coordonnateur de CPTS. Au sein de chaque CPTS, quelle que soit sa taille, vous devez avoir cette coordination puisque le coordinateur va devoir donc mettre en œuvre le plan de santé qui aura été écrit par la CPTS. Si on clique de nouveau, et là tu peux cliquer 2 fois s'il te plaît, puisque je vais d'abord me concentrer sur la notion que vous voyez au centre qui sont les DAC, les dispositifs d'appui à la coordination. On change encore cette fois-ci, là on n'est plus à l'initiative directement des parcours de santé, mais à l'initiative des professionnels de santé, mais à l'initiative des tutelles qui vont venir dans les DAC regrouper les MAIA, les réseaux de soins, donc réseau de soins palliatifs, réseau de gérontologie. On va venir les regrouper ici. De manière très générale, on a plutôt un DAC par département. Il y a des départements où ça peut varier un peu, mais en général, on est plutôt sur un DAC par département et donc sous la tutelle de l'ARS régionale en fonction de où vous vous trouvez. Donc, au sein d'une CPT, au sein d'un DAC, vous pouvez avoir plusieurs CPTS, puisque l'objectif, c'est qu'il y ait à terme environ 1000 CPTS pour couvrir le territoire de santé. Et puis, dans ces CPTS, vous pouvez avoir plusieurs MSP. Chaque fois, ce sont des niveaux de coordination qui sont différents. Le DAC va être mobilisé par les professionnels de santé. À un moment donné, si vous êtes face à un parcours complexe, de multiples intervenants ou une pathologie rare, un besoin de ressources particuliers, le professionnel de santé quel qu'il soit, peut venir solliciter le DAC pour lui dire j'ai besoin de ça, est-ce que vous pouvez me donner un appui à ça? Alors que la CPTS, ce sont les professionnels qui répondent directement aux patients avec toujours cette notion de coordination sur le territoire et les MSP, des professionnels de santé qui s'organisent entre eux. Je vous ai mis sur le côté. Vous avez également alors les équipes mobiles. Les équipes mobiles, tout le monde sait un peu ce que ça représente. Donc, elles peuvent être directement en établissement de santé et elles peuvent aussi aller vers, donc sortir des murs de l'hôpital. Et une notion qui est un peu moins connue, qui sont les ESS, c'est très nouveau. Ce sont les équipes de soins spécialisées. Les équipes de soins spécialisées, c'est pareil, on va venir se coordonner entre médecine de ville et médecine hospitalière éventuellement. Donc le premier et le second recours vont venir travailler ensemble pour apporter une réponse de santé particulière à un besoin qu'ils auront identifié. La première ESS française est une ESS en dermatologie, elle est en Île-de-France et on voit apparaître de plus en plus ces notions. Il y a beaucoup là d'articulation entre les médecins et les infirmiers notamment, où on va faire appel à de la délégation de tâches et ça je vais y revenir. On peut passer à la slide suivante. Alors qui assure la coordination aujourd'hui? Évidemment, les professionnels de santé, ça fait partie de leur rôle depuis longtemps. Pour les médecins généralistes, c'est d'ailleurs écrit dans la loi, il me semble, de 2004. On va dire que le médecin généraliste aujourd'hui est le pivot et celui qui coordonne le parcours de son patient. Sauf qu'un médecin généraliste, c'est souvent une patientèle qui est riche. On l'a vu au tout début, un nombre de professionnels qui peuvent intervenir pour un seul patient sur un seul parcours qui est considérable. Donc, c'est une mission quand même qui, en plus de sa mission de soins, de sa mission clinique, va être compliquée. Après, vous avez d'autres coordonnateurs directement donc, au sein des HAD, des EHPAD avec les médecins co, des infirmières de coordination dans certains services, des pharmaciens qui vont faire ce qu'on appelle de la conciliation médicamenteuse, par exemple. Donc, quand un pharmacien hospitalier et un pharmacien d'officine, donc en ville, vont se parler pour un même patient pour s'assurer qu'il n'y ait pas de iatrogénie médicamenteuse, par exemple, sur un nouveau traitement, sur une chimiothérapie péreuse qui va être bien tolérée. Donc là, on va faire cette conciliation. Et puis ensuite, vous avez donc l'émergence de ces nouveaux métiers. Tu peux cliquer, merci. Je suis très favorable à ça puisque pour moi, le coordinateur de parcours ne se substitue à aucun autre rôle. L'infirmier, c'est l'infirmier, le médecin, le kiné, le kiné, etc. Évidemment, ces métiers-là peuvent devenir coordinateurs de parcours, mais le coordinateur de parcours va avoir ce rôle pivot qui fait qu'il ne substitue pas et il est en transversalité. Il a finalement 4 grands rôles, hein, celui de portier, entre guillemets, donc celui qui va ouvrir la voie, faire entrer dans le parcours, celui de courtier, on va rechercher les meilleurs
partenaire en fonction des besoins, en fonction des attentes de son patient. Celui aussi parfois défenseur, hein, il peut porter la voix du patient, la voix des proches, et puis celui de conseiller, parce que parfois, évidemment, on l'a dit, la santé, c'est compliqué, surtout quand on vit un moment qui est difficile, on a besoin d'avoir ces conseils, bien, le coordinateur de parcours peut également faire ça. Alors, on retrouve des coordonnateurs donc, au sein de structures dédiées, hein, les CPTS, on l'a vu tout à l'heure, donc les DAC, et on a des gestionnaires de Camaya, des infirmiers de réseau auparavant. Au sein des ESS, donc des équipes de soins spécialisées, on va retrouver du coordinateur. Je vois qu'il y a une question qui s'affiche qui me dit est-ce que c'est le case manager en anglo? Exactement, c'est ce qu'on va appeler un case manager en termes anglophones finalement. Et puis, tout ça, ces métiers sont exercés par qui? Eh bien, donc, par des coordinateurs directement, hein, qui sont formés aujourd'hui au sein des universités. Il y a énormément d'universités en France qui forment à ces métiers. Donc, moi, je vous l'ai dit, j'ai une activité au sein de l'Université de Lille. Il y a un master d'ingénierie de santé qui est dédié à cette fonction. Et puis, on a aussi les nouveaux métiers, les infirmiers de pratique avancée. Donc, qu'est-ce qu'un infirmier de pratique avancée? C'est un infirmier qui, après 3 ans d'exercice au minimum, va obtenir un master 2, donc c'est 2 ans d'études supplémentaires en fonction de grandes spécialités. Et dans son rôle, il a un rôle évidemment très clinique, mais il peut avoir aussi un rôle de coordination de parcours et donc d'un rôle pivot. On peut changer de slide. Quels sont les moyens aujourd'hui pour mettre en place cette coordination? Sans outils, il n'y a pas de coordination. Sans parcours, il n'y a pas de coordination. Et donc là, quels sont les outils? Bien, finalement, déjà, la télémédecine est un bon moyen pour assurer la coordination. Quand on parle télémédecine, on parle très souvent, et encore plus depuis la période Covid, de téléconsultation. Effectivement, la téléconsultation, c'est un moyen qui peut aider, seulement ça ne fait pas tout. Vous avez également la téléexpertise. Donc, quand un médecin sollicite un autre médecin pour avoir un avis sur un dossier très particulier pour son patient. La téléassistance, je vous prends un exemple, je suis cardiologue, j'ai besoin d'apporter des soins de cardiologie à un patient auquel je n'ai pas accès ou difficilement accès parce qu'il est peu ou non mobilisable. Un patient hospitalisé en secteur fermé de psychiatrie, un patient très âgé en EHPAD, un patient détenu. Comment est-ce que je vais faire? Eh bien là, par exemple, ce sont des IPA ou des infirmiers spécifiquement formés qui vont pouvoir se rendre au lit du patient, faire un ensemble d'examens de données, même de l'écho-cœur. Il y a tout un tas de choses qu'on peut mettre derrière ça à condition d'être bien formé. Et avec le médecin en parallèle, on va pouvoir mener cet examen. Et puis, vous avez la télésurveillance. Je vous laisse aller voir le programme étape qui va entrer donc dans le droit commun. Hein. C'était aujourd'hui une expérimentation où sur un certain nombre de pathologies, on va pouvoir surveiller le patient de chez lui via des objets connectés, par exemple. L'ensemble de ces outils-là participe à la coordination. Évidemment, mon espace numérique de santé qui va se généraliser normalement en 2022, où on reprend à l'intérieur bien le DMP, hein, le dossier médical partagé. Ça, si ça fonctionnait bien, ce serait quand même une vraie bonne clé. Donc, bon espoir sur l'espace numérique de santé. Mon compte Amélie, un ensemble d'applications de santé. Alors, on a un pays qui est quand même très dynamique en medtech et donc qui propose des applications à destination directement des professionnels pour faciliter leur exercice ou des patients ou des proches avec des agendas partagés, avec des messageries sécurisées, où aujourd'hui on peut même faire de la téléréhabilitation via ces applications et on a un pays qui est hyper dynamique pour ça. Donc tout ça, c'est repris dans mon espace numérique de santé et je vous laisse aller creuser si vous voulez aller plus loin sur le sujet. Comment est-ce qu'on met en place tout ça? Est-ce que tu peux recliquer s'il te plaît? Eh bien, en fait, finalement, vous voyez ici, dans chaque grande région, on va avoir son programme numérique en santé et on va devoir déployer sur l'ensemble de son territoire, les e-parcours, puisque les e-parcours font évidemment partie de la coordination. Et donc, si on veut aller vers de la coordination, je vous l'ai dit, tous ces parcours, il faut les écrire, il faut des outils pour y répondre. C'est le rôle de toutes les entités que vous voyez ici. On peut changer de slide. Et enfin, un dernier mot, je ne sais pas du coup combien de temps j'ai mis, mais ce n'est pas très grave. Une fois qu'on a dit tout ça, une fois qu'on a revu les rôles,
une fois qu'on a vu l'émission, une fois qu'on en a vu l'intérêt, qu'on a vu de quels outils vous pouvez bénéficier aujourd'hui, tout ça, c'est ce qu'on appelle du droit commun, c'est ce qui existe déjà, c'est ce qui est fait en France, c'est ce qui est en train d'être déployé à l'échelle nationale. Bien, parfois, malgré tout ça, on ne peut pas répondre à un besoin spécifique qu'on identifie, que les professionnels de santé identifient très bien, et il faut déroger aux règles. Ce qui arrive, par exemple, là, une des équipes de soins spécialisées qui faisait intervenir de la téléassistance, de la délégation de tâches, il y avait beaucoup de choses qui faisaient qu'on devait demander une dérogation aux règles. Eh bien, on passe par le biais de l'article 51 qui peut financer ces nouveaux modèles aussi d'organisation. Alors, vous devez vous poser deux questions finalement. Est-ce que je suis dans une transformation organisationnelle, puisque c'est vraiment de l'innovation organisationnelle, l'article 51, et pas de l'innovation technologique, et pas on fait souvent la confusion. Donc, on est vraiment dans la transformation organisationnelle. Et puis, je suis dans un modèle qui aujourd'hui pourrait être expérimenté, c'est entre 2 et 5 ans, un article 51, mais qui serait reproductible. Alors, peut-être qu'on peut s'orienter sur cette voie. Voilà, je vous ai balayé les grandes thématiques autour de la coordination, autour des parcours. Si vous avez des questions, je vous écoute. Alors d'abord, merci beaucoup. Je reprends juste la parole 2 secondes. On vous écoute pour les questions. Demandez la parole, Margot va vous la donner. Margot ou Justine, je ne sais pas qui est derrière. Alors apparemment, mon image est statique, mais je suis là. Ah bon, d'accord, tout va bien. Donc Margot, tu as vu des questions passer, ça je le sais, mais peut-être que vous pouvez les poser par oral. Et Morgane, pour ton info, tu as tenu en 16 minutes, donc je te félicite parce que c'est quand même fort. Voilà. Je vous écoute tous. Et toutes surtout. Je vois dans le fil de discussion où on me dit, y a-t-il des parcours de soins et des services gérontologiques en fonction des degrés de dépendance, légère notamment, en identifiant les acteurs de santé de ville, d'hôpital et des acteurs privés. Et finalement, pour identifier tous ces acteurs-là, on va pouvoir, évidemment, en gérontologie, on ne va pas avoir un parcours personnes âgées très global. Ce serait comme de me demander un parcours en cancérologie. Ça n'a pas de sens. C'est l'entonnoir, il faut venir le resserrer. Donc, il y a des parcours qui peuvent être dessinés évidemment en fonction du degré de dépendance et ça, il y a des outils aujourd'hui qui existent pour le faire, pour évaluer l'état de santé de la personne âgée. Je pense au G8, par exemple, ce genre de choses, donc qui sont des échelles. On va faire intervenir tous ces professionnels-là. Une fois que vous écrivez vos parcours, eh bien, naturellement, vous allez pouvoir identifier qui sont les acteurs, quand est-ce qu'ils interviennent, est-ce qu'ils sont en ville, est-ce que c'est une expertise qu'on trouve surtout à l'hôpital, notamment je pense aux gériatres qu'on va se trouver surtout à l'hôpital. Il n'y a pas de gériatres libéraux, très peu ici sont souvent rattachés à un établissement de santé. Et évidemment, quand vous faites ça, vous retrouvez aussi les acteurs du social, du médico-social, du privé et du public. La coordination et les parcours, ça n'est pas réservé à l'hôpital ou à la médecine de ville ou au privé ou au public, ça n'aurait pas de sens. C'est vraiment, vous le dessinez et naturellement, vous allez voir ce qui en découle. Et évidemment, pour l'APA, ça peut servir. Donc, c'est l'allocation pour les personnes âgées, l'APA. Et oui, on peut les dessiner, ces parcours, et on peut y aller aussi sur des champs qui sont très médico-social ou social. J'espère que j'ai bien répondu. Bonjour Morgane, je me Bonjour. permets, puisque c'est moi qui ai posé la question, Christophe Armégra. Oui. Je me permets parce que effectivement sur la dépendance légère, qui aujourd'hui est un sujet fondamental, puisqu'il y aura forcément énormément de monde qui seront concernés dans les années futures. Oui. Aujourd'hui, moi, je constate effectivement des services insuffisants et surtout des trous dans la raquette, justement par rapport à l'APA dont on parle. C'est-à-dire que tant qu'elle n'est pas touchée, effectivement, eh bien, les services sont déficients, en tout cas aujourd'hui. C'est ce que je constate, moi, à assurer effectivement ces personnes qui peuvent être éventuellement dépendants légers. Et nous n'intervenons, nous, en qualité d'assureur qu'après. Donc, ma question était orientée par rapport à ça et de savoir si au niveau national, il y a quelque chose qui ressemblerait à une unité ou effectivement, on est encore dans la création de ces parcours de soins sur la dépendance légère.
Il ne me semble pas qu'au niveau national, il y ait cette unité qui ait été pensée aujourd'hui, ou en tout cas écrite, pensée peut-être, mais écrite, je ne crois pas, surtout dans ce domaine-là, où finalement, en plus, on va voir que l'APA, l'attribution de l'APA, les règles de fonctionnement, pour en avoir fait quelques-unes lorsque j'étais en réseau de santé, hein, j'en ai vu passer et j'en ai réalisé pas mal des demandes d'APA, elles vont être finalement aussi aujourd'hui très dépendante des départements. Et donc, en fonction de votre territoire géographique, eh bien, vous n'allez pas avoir les mêmes modes de fonctionnement, les mêmes demandes, les mêmes interlocuteurs. Aujourd'hui, non, il ne me semble pas qu'il y ait d'harmonisation. Est-ce qu'il en faudrait une? Oui, certainement. Certainement. Est-ce qu'il y a d'autres questions, mesdames? Moi, j'en ai une. Ah, alors attends, parce que je vois que les parcours prennent-ils en compte la situation des aidants souvent familiaux et a fortiori des femmes, en effet, en termes de services, transport, communication avec les praticiens, prestataires, téléassistance, repos de l'aidant, etc. Alors, les parcours vont au maximum. Évidemment, il faut pouvoir les prendre en compte, les proches. Les proches sont un maillon essentiel dans les parcours. Et je ne dis pas ça parce que j'ai été spécifiquement une proche aidante, puisqu'en plus, là, pour le coup, c'était quelqu'un de plutôt jeune et en bonne santé malgré la maladie. Toutefois, aujourd'hui, on va être quand même très, très focus sur le patient. Il y a de belles avancées là qui se font pour les proches aidants en termes d'allocation ressources, en termes de dédommagement. Donc oui, il faut prendre en considération les proches d'une manière générale, en leur proposant aussi des soins de support, par exemple, ce qui se fait aujourd'hui beaucoup alors dans les soins palliatifs, par exemple, ou dans la cancérologie que je connais très bien, on va proposer une assistance psychologique parce que c'est lourd. Et vous allez avoir les maisons des aidants. Quand vous êtes un aidant de personnes âgées ou finalement, on peut venir accompagner son proche, on va s'occuper de la personne que vous avez en responsabilité pendant un moment pour que vous puissiez prendre l'air, vous détendre, rencontrer un psychologue, aller faire vos courses. Donc, il y a ces dispositifs aujourd'hui sur les territoires. Donc, les parcours essaient de les prendre en charge, mais je pense que finalement, aujourd'hui, vraiment, la première brique, c'est déjà de dessiner. Si tout le monde fonctionnait en parcours et en coordination pour les patients, ça soulèverait quand même un certain nombre ça pourrait permettre de dégager du temps pour ces proches-là, mais de plus en plus, en tout cas, ils sont considérés. Et je rebondis un peu, le digital là-dedans, pourquoi il n'y a pas, quand on parle de plateforme, pour les gens qui sont digital, on parle d'une plateforme digitale, hein. C'est pas le même vocabulaire. Pourquoi il n'y a pas plus de digital qui viennent aider ces systèmes-là? Puisque quand on parle de coordination, en gros, le digital peut considérablement aider et inventer des nouvelles solutions. Et pourtant, quand on parle de plateformes, ce sont des plateformes un peu à la mano, de réseaux un peu personnels, en appelant un peu tout le monde. Est-ce que tu peux me dire ce qu'il en est un peu de ce champ-là qui finalement pourrait faire gagner de temps à beaucoup de monde tout en restant humain? Alors finalement, aujourd'hui, pour travailler au contact des professionnels de santé en permanence toute la journée, quand on leur pose cette question, puisqu'on a fait notamment cet été, pardon, une étude sur la télésurveillance, sur les besoins de télémédecine, sur ce besoin d'outils, la réponse de l'ensemble des médecins et des professionnels, on a des médecins, des infirmiers, des représentants de tutelle, de start-up, on est allé sur beaucoup de terrains. La réponse majoritaire des professionnels de santé est: il y a trop d'outils, il y a pléthore d'offres et on ne sait pas où aller, on ne sait pas lequel choisir, on ne sait pas ce qu'on doit payer nous, ce qui va être rémunéré, pas rémunéré, pris en charge. Et donc, il y a finalement, aujourd'hui, effectivement, il y a eu beaucoup d'outils développés, il y en a d'excellents pour en avoir testé de nombreux. Il y en a très bien, donc directement adressés aux professionnels entre eux ou aux professionnels vers les patients ou aux patients entre eux, hein. D'ailleurs, il y a des outils aussi de repérage. Je pense à Mappato, par exemple, qui va permettre aux patients d'aller identifier un certain nombre de professionnels sur son territoire en fonction de son besoin. Donc, et il y a toutes ces offres-là et c'est super. Par contre, aujourd'hui, finalement, il y a surtout un manque de lisibilité sur ce qui se fait. Je pense on est une nation qui est quand même plutôt pas mal en termes de tech, mais on ne sait pas vers où aller. Là, avec le programme étape qui était sur la télésurveillance, ça doit passer dans le droit commun, mais comment, pour quelle pathologie, on ne sait pas encore, alors que le programme étape se termine. Donc, il y a aussi là, ces petits dysfonctionnements-là. Par contre, je pense que des outils, on en a beaucoup, hein, qui fonctionnent très bien, mais il faut donner cette lisibilité-là aux professionnels et les rendre très accessibles. Et puis, à côté de ça, finalement, un des constats qui a été fait aussi, c'est que beaucoup d'outils se sont construits
sans eux. Et donc, la prise en main peut être difficile. Ils n'y retrouvent pas toutes les fonctionnalités dont ils auraient besoin. Et ça, c'était pour eux un frein majeur. Est-ce qu'il y a une dernière question de l'une d'entre vous? Il reste exactement 4 minutes, donc vous pouvez ouvrir vos micros et prendre la parole si vous voulez. Je vois qu'il est écrit: avez-vous une expérience à partager entre équipe mobile soins palliatifs, HAD, cancérologie à domicile? Chez nous, la CPTS est noyée sur les vaccinations. Oui, je connais beaucoup de coordinateurs de CPTS et je crois qu'ils sont tous noyés sous la vaccination en ce moment. Et le lien n'est pas évident à faire. Alors, oui, j'ai une expérience personnelle en réseau de soins PAL puisque c'est de là que je viens il y a quelques temps maintenant. Donc sur la métropole lilloise, on a des équipes qui fonctionnaient très bien entre les HAD, puisqu'il y en avait 3 en l'occurrence sur un même territoire, un réseau de soins PAL et puis un CLCC et des établissements publics privés qui avaient aussi des autorisations de cancéro. Et finalement, là, c'est le réseau qui avait vraiment ce rôle de pivot entre tout le monde. Alors, il faut quand même savoir que normalement, une fois quand le réseau intervient, l'HAD n'intervient pas. Ça, c'est une règle. Soit je suis en réseau parce que mon patient demande une prise en charge qui va être finalement plutôt simple en premier recours, donc avec son médecin généraliste, des infirmières libérales, un kiné en ville, etc. Et puis, dès lors qu'il va basculer en HAD, donc là, on est sur de l'hospitalisation à domicile et du soin plus lourd et plus complexe, normalement, le réseau va se retirer puisqu'il n'y a plus ce besoin de coordination. Ça peut quand même parfois se frotter un peu parce que pour le patient, il faut faire ce temps de relais. Il a les professionnels qui l'identifient et donc, notamment, je pense aux psychologues avec qui on crée des liens très forts. On va pouvoir articuler un peu les deux ensemble, mais on va plutôt être quand même sur, de manière globale, hein, soit l'un, soit l'autre. Et puis aujourd'hui, on va passer finalement ce cas du réseau pour entrer dans le DAC, le dispositif d'appui à la coordination. Et donc, ça va être là au DAC de venir articuler tout ce beau monde autour d'un patient et d'une famille. Morgane, Oui. J'avais une question concernant la place de la femme qui est centrale, puisqu'en moyenne, une femme de 65 ans, c'est la personne, l'aidante, qui va être au centre effectivement de tout le dispositif. Est-ce qu'aujourd'hui, on imagine d'avoir des parcours qui vont mettre en place effectivement des choses spécifiques concernant la place de la femme? La place de la femme, vous voulez dire Aidante. en tant aidante, la place Aidante. de la femme aidante. Ben, encore une fois, c'est ce que je disais finalement sur la question précédente, hein, ça va être surtout la place du proche d'une manière globale. Comment est-ce qu'on accompagne ce proche? Comment est-ce qu'on reconnaît sa plus-value? C'est en train de se faire hein, avec des allocations qui sont allouées, avec les maisons des aidants, avec des de support qu'on va proposer en établissement, soins de psychologie qui vont être bientôt remboursés. Bon, c'est en train de se faire. Aujourd'hui, est-ce qu'on imaginerait une place spécifique à ça? Écoutez, je ne sais pas, mais en tout cas, pourquoi pas l'imaginer? Les chiffres sont assez éloquents, hein. Il y a une discrimination D'accord. très, très forte entre sexes, bien sûr. Je suis évidemment d'accord avec ça. Merci beaucoup, Morgane.